On va commencer par une image. Un âne qui tourne en rond, attaché à un mécanisme. Il marche, 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 et ce mouvement fait tourner la meule. Le grain se moude, la farine sort, le pain est vendu. L'âne, lui, repart le soir dans son enclos. Il a travaillé toute la journée. Il a tout donné, il est épuisé. Demain, il recommencera. Il ne verra jamais la boulangerie. Il ne goûtera jamais le pain. Maintenant, dites-moi honnêtement, est-ce que cette image vous ressemble? Pas complètement. Peut-être. Mais quelque chose en vous vient de reconnaître quelque chose, parce que vous avez passé des années à tourner, à faire mouvoir une machine, à produire une valeur qui finit toujours dans les mains de quelqu'un d'autre, et on vous a dit que c'était bien, qu'il fallait être fier, qu'un bon travailleur est quelqu'un qui donne tout. On ne vous a pas dit pour qui vous donnez tout. Il y a une croyance profondément ancrée dans presque chaque culture du monde. Travaille dur et tu seras récompensé. Mets de l'effort et la vie te le rendra. Sois sérieux, ponctuel, loyal et tout finira bien. Ces phrases ont été transmises de génération en génération. Vos parents vous les ont dites, leurs parents les leur ont dites. Et quelque part, vous les avez intégrées comme une vérité fondamentale, comme une loi de l'univers. Mais voici ce que personne n'a ajouté. Récompensé par qui? Pour le compte de qui? Dans quel système? Parce que l'effort sans contexte est neutre. Ce qui compte, c'est la structure dans laquelle cet effort est injecté. Et dans la plupart des cas, cette structure a été conçue, délibérément, intelligemment, pour que votre travail enrichisse quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'architecture économique. Imaginez Marc. Marc a 38 ans. Il travaille dans une entreprise depuis 12 ans. Il est arrivé jeune, motivé, plein d'énergie. Il était le premier à lever la main pour les projets difficiles. Il restait après les heures. Il refusait rarement une demande de sa hiérarchie. Il croyait sincèrement que sa loyauté serait reconnue. Au fil des ans, Marc a gravi quelques échelons. Une augmentation ici, un titre amélioré là. Pas énorme, mais suffisant pour lui donner l'impression que le système fonctionnait. Aujourd'hui, Marc gère une équipe. Il est épuisé. Il est indispensable, ce qui le flatte et ce qui l'enchaîne. Il ne peut pas vraiment partir parce que trop de choses reposent sur lui. L'entreprise, elle, vaut 10 fois plus qu'il y a 12 ans. Son PDG a des participations. Des investisseurs ont multiplié leur mise. La valeur créée par Marc et par des centaines de personnes comme Marc a nourri un empire. Marc, lui, a un bon salaire, une belle fatigue et aucune propriété sur ce qu'il a construit. Marc est l'âne de notre histoire et il ne le sait pas encore. Voici la doctrine que le système vous a enseignée. Pas en une seule fois, pas de façon explicite, mais brique par brique, depuis votre enfance. Première brique. La valeur vient de l'effort physique. On vous a appris à associer le travail à la sueur. Celui qui transpire mérite. Celui qui semble à l'aise est suspect. Cette croyance garantit que vous continuerez à vendre votre énergie physique et temporelle, les ressources les plus limitées qui existent. Deuxième brique, la stabilité est une vertu. Garder son emploi, ne pas prendre de risques, ne pas questionner la structure, tout cela a été présenté comme de la sagesse. Mais la stabilité dans un système qui ne vous appartient pas n'est pas de la sagesse. C'est de la docilité rentable pour celui qui vous emploie. Troisième brique, l'ambition personnelle est de l'égoïsme. Si vous avez voulu plus d'argent, plus de liberté, plus de propriété, quelqu'un vous a sûrement dit à un moment ou un autre que c'était de la cupidité, que l'argent corrompt, que les gens bien ne pensent pas à l'argent. Cette brique est particulièrement perverse parce qu'elle transforme votre désir de liberté en honte morale. Quatrième brique, le sacrifice aujourd'hui sera récompensé demain. C'est la brique la plus dangereuse. Elle justifie n'importe quelle souffrance présente par une promesse future vague. Travaille maintenant, profite plus tard. Sauf que plus tard arrive rarement. Ou il arrive quand vous êtes trop fatigué pour en profiter. Ces 4 briques ensemble forment ce que j'appelle la doctrine de l'âne. Ce n'est pas un accident historique. Ce n'est pas le résultat d'une mauvaise organisation sociale. C'est un système conçu avec une précision remarquable pour extraire de la valeur d'un grand nombre de personnes et la concentrer dans les mains d'un petit nombre. Et le génie de ce système, son vrai génie, c'est qu'il vous fait aimer votre rôle. Il vous donne une identité autour de votre travail. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a un emploi. Vous êtes votre emploi. Votre valeur personnelle est fusionnée avec votre productivité. Si vous travaillez, moins vous valez moins.
Si vous vous arrêtez, vous existez moins. Et avec une identité pareille, qui voudrait remettre en question le système? Ce serait remettre en question qui vous êtes. Mais voici ce que les architectes de ce système comprennent et que l'on ne vous enseigne jamais. Il y a une différence fondamentale entre créer de la valeur et posséder de la valeur. Vous pouvez passer votre vie entière à créer de la valeur considérable. Des produits, des services, des relations, des résultats, et ne jamais posséder une fraction de cette valeur. La propriété ne vient pas du travail. Elle vient des structures, des titres, des parts, des actifs, des droits. Un architecte dessine un bâtiment. Un entrepreneur possède le bâtiment. L'architecte a peut-être mis plus de compétences, plus de créativité, plus d'efforts intellectuels. Mais l'entrepreneur a compris quelque chose que l'architecte n'a pas intégré. Ce qui compte, ce n'est pas qui fait le travail, c'est qui possède le résultat. Ce principe simple et brutal gouverne la distribution de la richesse depuis des siècles. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'inconfortable. Regardez votre vie professionnelle des 10 dernières années, tout ce que vous avez produit, tout ce que vous avez créé, chaque heure de réflexion, chaque effort, chaque résultat que vous avez généré. Combien de tout cela vous appartient encore aujourd'hui? Vos livrables sont partis avec vos employeurs. Vos idées ont été transformées en produits que vous ne possédez pas. Votre réseau a été construit au nom d'entreprises qui ne sont pas les vôtres. Votre réputation professionnelle a souvent été construite sous une marque qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez tourné en rond, la meule a tourné, et quelqu'un d'autre a vendu la farine. Je ne dis pas ça pour vous accabler, je dis ça pour vous réveiller, parce que la prise de conscience est douloureuse, mais elle est nécessaire, et elle est le seul point de départ possible. Mais voici où ça devient psychologiquement fascinant. Pourquoi continuons-nous? Pourquoi, malgré une intuition profonde que quelque chose cloche, la majorité des gens continuent de nourrir un système qui ne les enrichit pas? 3 raisons principales. La première, la peur. Quitter le confort connu, même insuffisant, demande de tolérer une incertitude que la plupart des gens ne sont pas entraînés à supporter. Le cerveau préfère un danger connu à une opportunité inconnue. La sécurité illusoire d'un emploi vaut, psychologiquement, plus qu'une liberté potentielle mais incertaine. La deuxième, l'identité. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont fusionné leurs valeurs personnelles avec leur productivité pour quelqu'un d'autre. Remettre en question ce système, c'est risquer de perdre son sentiment de valeur. C'est une opération psychologique majeure, pas une simple décision rationnelle. La troisième, la légitimation sociale. Le système a produit suffisamment d'exceptions, des gens qui ont bien réussi en étant loyaux, pour maintenir la croyance que ça fonctionne. Vous en connaissez un. Quelqu'un qui a gravi tous les échelons et qui est maintenant directeur. Ce cas suffit à entretenir l'espoir, sans que vous questionniez combien pour un directeur sont restés ânes toute leur vie. Alors quelle est la sortie? Ce n'est pas de tout quitter demain. Ce n'est pas de démissionner sur un coup de tête. Ce n'est pas de mépriser le travail ou ceux qui travaillent. C'est quelque chose de plus subtil et de plus radical en même temps. C'est un changement de position. Vous devez passer de la position d'exécutant à la position de propriétaire, pas forcément en quittant ce que vous faites, mais en changeant votre rapport à ce que vous produisez. Première question à vous poser, est-ce que ce que je construis aujourd'hui m'appartient d'une manière quelconque? Si la réponse est non, deuxième question, qu'est-ce que je pourrais construire en satis? Parallèle, progressivement, qui m'appartiennent? Ce peut être une compétence monétisable en dehors de votre emploi, une création, un actif, une petite structure, un contenu qui se capitalise, quelque chose où votre effort construit votre patrimoine et non celui d'un autre. Ce mouvement de repositionnement ne se fait pas en un jour, mais la décision de commencer peut se faire maintenant. Il y a quelque chose que les gens qui ont brisé cette doctrine ont en commun. Ce n'est pas qu'ils étaient plus intelligents, ce n'est pas qu'ils avaient plus de chance, ce n'est pas qu'ils avaient moins de contraintes, c'est qu'à un moment précis, ils ont changé la question qu'ils posaient chaque matin. La plupart des gens se lèvent en se demandant « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Les personnes libres se lèvent en demandant « Qu'est-ce que je construis aujourd'hui ?» Une lettre, un mot différent, un changement de paradigme total. Faire, c'est exécuter pour quelqu'un d'autre. Construire, c'est ériger quelque chose qui dure. Et la beauté de cette question « Qu'est-ce que je construis aujourd'hui ?» c'est qu'elle peut coexister avec votre vie actuelle. Vous pouvez aller au travail, honorer vos engagements,
et simultanément commencer à construire quelque chose qui vous appartient. Le danger, c'est de croire que vous n'avez pas le temps. Mais regardez honnêtement comment vous utilisez vos heures. Il y a presque toujours 30, 40, 50 minutes par jour qui pourraient être redirigées vers la construction de votre propre architecture. Une dernière chose, la doctrine de l'âne vous a aussi convaincu que vous n'étiez pas fait pour posséder, que les propriétaires sont une autre espèce, qu'ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Un gène, une famille, un coup de chance exceptionnel. C'est le dernier verrou, et c'est le plus insidieux, parce que tant que vous croyez que la propriété est réservée aux autres, vous ne chercherez jamais à en acquérir. Vous tournerez en rond, vous serez utile, efficace, admiré même, et vous mourrez sans avoir jamais possédé ce que vous avez aidé à construire. Quelque chose s'est mis en place dans votre esprit, très tôt, pour vous faire accepter ce rôle. Un conditionnement culturel, familial, éducatif. Ce conditionnement n'est pas votre destin, il est votre point de départ. Et le premier pas pour en sortir n'est pas financier, il n'est pas stratégique, il est psychologique. C'est accepter, réellement, profondément, que vous avez le droit de posséder. Que construire pour vous-même n'est pas de l'égoïsme. Que vouloir la liberté financière n'est pas de la cupidité. Que votre effort mérite de vous revenir. Marc, notre âne du début, a fini par se poser la question. Un soir, fatigué en regardant le rapport annuel de son entreprise, les chiffres de croissance, les dividendes versés aux actionnaires, quelque chose s'est brisé en lui. Pas de la colère, plutôt une clarté froide. Il a réalisé qu'il avait contribué à quelque chose d'énorme et qu'il n'en possédait rien. Ce soir-là, il n'a pas démissionné, il n'a pas brûlé le système. Il a ouvert un carnet et il a commencé à répondre à une seule question. Qu'est-ce que je pourrais construire qui m'appartienne? Cette question a changé sa trajectoire, pas du jour au lendemain, mais irréversiblement. Vous êtes à ce même carrefour. La doctrine vous a bien formé. Elle vous a donné des valeurs réelles. La discipline, l'honnêteté, la capacité de travail. Ce n'est pas ça le problème. Ces qualités sont des ressources précieuses. Le problème, c'est la direction dans laquelle vous les avez pointées jusqu'ici. Retournez ces qualités vers vous-même. Construisez avec elles. Possédez ce que vous bâtissez. L'âne qui comprend le mécanisme de la meule peut décider de moudre son propre grain. Et ce jour-là, tout change. Si cette vidéo a fait quelque chose en vous, un inconfort, une reconnaissance, une étincelle, c'est bon signe. Abonnez-vous. Parce que dans les prochaines vidéos, on va aller directement dans les structures, les outils concrets, les premières briques de votre propre architecture. La meule peut tourner pour vous. La question est, quand commencez-vous ?